Bonjour à tous, alors je vais commencer par me présenter. Je suis Alex Imé, je suis dessinatrice de bande dessinée depuis l'année 2006-2007 environ, professionnellement je veux dire. J'ai toujours dessiné aussi petite que je me rappelle et j'ai commencé à faire de la bande dessinée de façon amateur dès l'âge de 6 ans environ, donc je participais à des concours de bande dessinée vers 2006-2007, donc je suis devenue professionnelle tout en continuant mes études. Et en 2009, je suis passée professionnelle à plein temps, je ne faisais plus que ça. Donc ça fait 19 ans que je suis professionnelle et 16 ans que c'est mon unique activité. Voilà. Depuis 2008, je donne des cours de bande dessinée, des cours d'aquarelle, des cours de dessin et on pourrait appeler ça un genre de coaching pour aider les personnes qui veulent devenir dessinateurs ou auteurs de BD professionnels à se professionnaliser. En 2008 également, j'ai créé une plateforme qui s'appelle Les Interventions BD, qui propose des cours d'initiation à la bande dessinée, des ateliers destinés surtout à un public scolaire, à des médiathèques, à des centres aérés, etc. Tout ce genre de groupes. Donc aussi bien pour des enfants que des adultes. Mes élèves les plus jeunes que j'ai eu jusque-là avaient 5 ans, c'était une école maternelle et après, la plupart du temps, je travaille souvent avec des écoles primaires, des collèges et des lycées et parfois avec des adultes. Je travaille aussi assez régulièrement avec des parcs zoologiques on va dans le parc et on dessine les animaux en plein air. Parce que je suis spécialisée en dessin animalier, donc je travaille beaucoup avec les zoos, donc pour apprendre à dessiner les animaux. La plateforme Les Interventions BD, depuis peu, je propose aussi des cours de dessin, parce que c'était jusque-là surtout orienté sur les initiations à la bande dessinée, donc notamment pour le côté narratif, et depuis peu donc davantage de cours de dessin et de cours de caractère design. Voilà, donc je pense que ça fait une bonne présentation. Euh, j'ai la prétention de me dire ça fait 19 ans que je suis professionnelle, je dessine depuis toujours, et ça fait 16 ans que je ne fais que ça. Je pense pouvoir donner des conseils. J'ai pas mal essuyé les plâtres, dirons-nous, à travers toutes ces années. J'ai eu des expériences parfois un peu déroutantes, un peu étonnantes, et aussi des expériences très très bonnes. Mais du coup, je pense pouvoir donner pas mal de conseils fortes de mes diverses expériences professionnelles en disant ça c'est une très bonne idée, ça c'est à revoir et ça c'est pas du tout une bonne idée, j'ai testé pour vous, ne le faites pas. Voilà. Du coup, dans ce contexte, on m'a demandé plusieurs fois depuis des années, mais en ce moment on me le demande beaucoup, comment monter un dossier éditorial pour faire imprimer, faire éditer sa propre bande dessinée auprès d'un éditeur. Dans le même temps, on me demande aussi souvent qu'est-ce que c'est la différence entre faire éditer à compte d'éditeur, donc avec une structure éditoriale, ou auto-éditer sa bande dessinée. Euh, je le dis tout de suite, c'est complètement différent en termes d'expérience. En termes de beaucoup de choses, en termes financiers, en termes de distribution, en termes de comment est-ce qu'on va être perçu aussi. Donc je vais en parler dans un instant. Et je vais en parler rapidement parce que c'est pas le sujet principal que je voulais traiter. Après, je vais surtout revenir sur le dossier, comment faire un dossier. Voilà, bah c'est parti. Alors, on va commencer par parler donc de la différence auto-édition-édition. Sans surprise, les deux pratiques ne vont rien avoir à voir en termes de travail, en termes d'argent, en termes de stockage, en termes de complications, en termes de distribution de l'album. C'est vraiment pas la même expérience du tout, du tout, du tout. Euh, Chacune a ses inconvénients et ses avantages. Je vais essayer de décrire ça au mieux. Et voilà, après vous en faites ce que vous voulez. Moi, je suis pas là pour vous influencer d'une façon ou d'une autre. L'auto-édition, partez du principe que vous êtes seul maître à bord, vous êtes seul dans le navire. Donc déjà, ça peut être impressionnant. Il faut quand même avoir un tempérament pour ça, où vous aimez travailler seul, vous avez assez de confiance en vous pour réussir à mener le projet à bien. Et comment dire, vous avez assez de détermination et d'absence de procrastination pour y aller. Parce qu'il n'y a personne qui va être derrière vous pour vous dire Eh oh, c'est quand que tu avances, machin, il faut faire les choses. Il faut vraiment avoir une rigueur de ce côté-là. Alors, l'auto-édition, bien tout simplement, vous allez gérer tout. Donc, vous allez faire votre album, vous allez trouver un imprimeur. L'imprimeur va vous demander de maqueter l'album, c'est pas lui qui va le faire. Hein. Euh, Vous allez payer l'impression, vous allez stocker l'album, c'est pas forcément évident.
Vous allez ensuite le distribuer, le vendre vous-même, puis voilà, c'est déjà pas mal. Donc le dessiner tout seul, le scénariser, et cetera, si vous travaillez seul, si vous n'avez pas de scénariste, c'est déjà une chose. Hem, Ensuite trouver un imprimeur, pardon, ça peut être vraiment compliqué. Moi, j'ai envoyé plein de demandes de devis. Je suis tombée sur des gens qui avaient l'air vraiment pas, enfin, ça ressemblait à des arnaques, quoi. Finalement, je suis passée par, l'imprimerie de Delaby parce que j'en avais entendu parler, tout simplement en regardant, les imprimeries dans les bandes dessinées que je lisais. Je cherche, imprimeur, c'est souvent marqué. Donc c'est une imprimerie belge, qui se situe à la frontière, pas très loin de Lille. Hem, L'intérêt donc c'est qu'ils sont spécialisés en édition de bande dessinée, donc je savais qu'en termes de produits finis, de couverture, de un objet qui ressemble à une vraie bande dessinée, il y aurait aucun problème de ce côté-là et humainement ça a été, assez merveilleux, merci à eux, parce qu'ils ont été super présents, très délicats parce que moi je suis arrivée, j'y connaissais rien et je pense que parfois ça a dû être fatigant de travailler avec moi, parce qu'on me parlait et c'était: «Ouais, je comprends pas». Hem Et enfin voilà, humainement, ils ont été très présents, ils ont été très aidants aussi, sur des questions de qualité de papier, aussi rapport qualité-prix et cetera, parce qu'ils savaient que j'avais un budget limité. Voilà, ça a été, une super expérience. Le seul «problème» entre énormes guillemets, c'est que, si je me trompe pas, ils ne peuvent pas imprimer à moins de 1000 exemplaires, donc si vous avez un petit projet éditorial, ils vont pas pouvoir travailler avec vous. Parce que 1000, c'est déjà ça à stocker, hein. 1000 bouquins et ensuite à les distribuer ou à les vendre, ça peut quand même prendre un certain temps, hein. Faut pas... Moi, je vous suggérerais dans un premier temps de partir sur des petits projets. Moi, mon premier projet auto-édité, il date de 2013, je crois. C'était un sketchbook. Il existait en souple et en cartonné. Je crois que j'avais fait 150 exemplaires souples, 150 exemplaires cartonnés. Je viens seulement cette année de d'écouler mon stock. J'ai pas forcément non plus cherché à un point pas possible à le vendre. Ça faisait pas mal d'années que je le prenais plus en festival, que les gens ne savaient même pas qu'il existait, mais quand même. Euh, C'était un sketchbook, donc c'est des croquis qui existaient déjà, la mise en page ne m'avait pas pris trop de temps, etc. Donc il y a tout ça à prendre en compte. L'éditeur ne vous fera pas la maquette de votre fichier à imprimer, et ça, c'est, je m'attendais pas à ça moi personnellement pour pouvoir l'avoir fait. C'était vraiment fastidieux, compliqué, c'était tout un langage que je maîtrisais pas du tout. Ça a été hyper chronophage. Rapidement, petite note à part sur le principe de crowdfunding. Moi, je suis passée par Ulule. Vous pouvez très bien tout financer vous-même sans passer par le crowdfunding. L'intérêt, c'est à la fois que vous allez récupérer de l'argent, mais aussi que vous allez en même temps faire la publicité ou la prévente de votre album. Donc, c'est surtout presque cette partie-là qui est intéressante, presque plus que la partie financière, parce que on part du principe que vous allez prévoir des contreparties pour pousser les gens à donner ou au moins leur donner comme contrepartie l'album terminé. Et en fait, ça peut être hyper chronophage en fait et financièrement compliqué de prévoir des goodies, de prévoir d'envoyer les albums à vos frais. Vous pouvez rajouter les frais euh, dans le prix demandé dans le crowdfunding. Et voilà, enfin moi j'avais pas bien pensé à tout ça et du coup ça m'a coûté une fortune en frais de poste que j'avais pas du tout vu venir. Donc la rentabilité de l'affaire elle était moyenne d'un point de vue humain et après comment parler de mon album, etc. Et le faire grandir, c'était une bonne expérience, mais c'était financièrement voilà. Et après c'était aussi hyper chronophage. Moi je crois que j'ai passé 4 ou 5 mois, je ne faisais que ça. C'est-à-dire j'ai mis tout mon travail en stand-by, sachant que je suis donc illustratrice et dessinatrice de BD en freelance, donc j'avais déjà cette chance de pouvoir gérer mon emploi du temps et que ce soit déjà mon métier. Euh, Personnellement, je ne sais pas comment quelqu'un qui a un métier plus classique, salarié ou fonctionnaire à côté, gère ça. Je sais qu'il y en a qui le font, vraiment bravo. Moi, ça a été vraiment très chronophage. Tous les jours, je faisais une annonce, j'en reparlais, je faisais des petits montages photos ou des petits dessins pour rappeler. Voilà, c'est vraiment hyper chronophage. Il faut bien avoir ça en tête. Et ensuite, donc, comme je disais un petit peu plus tôt, les livres arrivent. euh, il faut les stocker. J'avais 1000 livres à stocker. Moi, j'ai des animaux, dont deux petits chats qui sont absolument charmants, mais qui ont une fâcheuse tendance à faire leurs griffes aux endroits où il ne faut pas. Donc, il fallait savoir où les stocker vraiment totalement à l'abri des chats, à l'abri de l'humidité,
avoir assez de place dans la maison, ce qui n'était pas mon cas. Je ne vis pas à Buckingham Palace. Donc j'ai stocké une partie chez moi, j'ai demandé à une amie de stocker une autre partie et à mes parents de stocker encore une autre partie. Donc il y a tout ça à prévoir quand même. Ça peut être vraiment fastidieux. Et j'insiste là-dessus parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens pensent que c'est devenu un petit peu la solution miracle de tu trouves pas d'éditeur, fais une auto-édition. Et on ne voit que la partie Ulule, et en fait tout le reste autour, on ne le prend pas en charge. Et là, à l'heure actuelle, je ne pourrais pas me permettre de ré-auto-éditer un autre album de la même façon à 1000 exemplaires, tout simplement parce que j'ai pas de place chez moi pour le stocker. Au-delà de la partie financière, timing, etc. Donc ça, c'est vraiment, vraiment à prendre en compte. Et après, il y a la partie distribution et vente aussi. Alors, je suis partie absolument charmante, donc distribution, ben moi j'ai pas de réseau comme vont l'avoir les éditeurs qui ont un distributeur qui va faire le tour des librairies, etc. pour leur vendre les albums. Euh, les libraires vont vous demander généralement, si vous voulez, juste pour mettre le livre en dépôt dans leur librairie et qu'ils le vendent, donc ils vont pas faire la publicité ou quoi que ce soit, ils vont vous prendre généralement 40% sur le prix de vente de votre livre. Donc imaginons que vous avez déjà payé votre imprimeur, vous avez passé un temps fou dessus pour lequel vous n'étiez pas rémunéré, vous trouvez à peu près un moyen que l'imprimerie ne vous coûte pas non plus une fortune et que vous ayez une marge entre le prix que vous revient l'album en termes d'impression et le prix de vente. Et là, le libraire vous dit 40%. 40%, c'est énorme, hein, c'est quand même presque la moitié. Généralement, c'est à vous de porter les livres vous-même ou les envoyer à vos frais. Et si ça ne se vend pas ou si à un moment le libraire n'en veut plus, vous les reprenez et fin de l'histoire. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais voilà, ça fait quand même une sacrée marche pour quelque chose sur lequel vous avez fait absolument tout le boulot. Ça arrive parfois aussi en festival, parce que vous pouvez vous dire, je vais me faire inviter dans plein de festivals du livre. Alors, fun fact, parfois les festivals ne veulent pas entendre parler d'auto-édition, ça dépend lesquels, mais j'ai déjà entendu des discours absolument charmants de gens qui déclarent que quelqu'un qui s'auto-édite, c'est parce qu'il n'a pas le talent de se faire auto-éditer. Voilà, il n'y a pas de réflexion qui va plus loin sur l'envie de liberté, ou bah, parfois le projet est un petit peu hors des clous, ou pas dans l'air du temps, ou pas commercialement hyper viable, donc on s'auto-édite, parce que c'est un peu plus artistique que commercial le projet, mais non, ça traverse pas les esprits. Et puis, bah voilà, on prend pas la peine de lire un livre auto-édité, visiblement, on colle l'étiquette pas professionnelle, ça va plus vite. Donc voilà, attendez-vous à ce genre de réflexion tout à fait charmante sur votre non-professionnalisme si vous êtes auto-édité. Vous passerez aussi à côté de la plupart des bourses possibles à obtenir en tant qu'auteur pour des bourses à la création, parce que vous n'êtes pas édité à compte d'éditeur. Donc ça fait encore quand même un truc négatif en plus qu'il faut avoir à l'esprit. C'est-à-dire, voilà, vous vous auto-éditez, vous passez à côté de plein de choses. Certains festivals ne voudront pas de vous, et c'est là où je voulais en venir aussi par rapport aux libraires. Certains festivals vont vous dire ok pour amener vos propres livres, il n'y a aucun problème. Par contre, nous travaillons avec un libraire, il faut voir avec lui comment ça va se passer. Alors moi, à titre personnel, j'ai eu plusieurs trucs. J'ai eu les super expériences de libraires qui disaient mais non, tu fais ce que tu veux mettre le livre sur notre stand, vas-y. Mais non, on prend rien, n'importe quoi, c'est ton livre, on te reversera à la fin de la journée tes sous. Donc ça, c'est merveilleux, ça arrive, fort bien. Mais j'ai aussi eu des libraires qui disaient ben, on va les vendre pour soi, par contre on prend 40%. Ok, et moi je dédicace pendant ce temps-là et je suis pas forcément payée pour dédicacer, donc c'est toujours intéressant de voir que quelqu'un qui vend vos bouquins pendant que vous travaillez toute la journée se fait plus d'argent que vous à la fin de la journée, mais pourquoi pas. Et puis j'ai aussi eu par contre des libraires qui là étaient carrément hostiles presque, je dirais, en disant qu'on leur faisait de la concurrence. Alors ça m'est vraiment pas arrivé souvent, mais ça m'est arrivé. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, au moins vous êtes prévenus. Voilà, tout ça existe. Ah bah écoutez, je pense que c'est la petite fin de parenthèse assez longue auto-édition. Maintenant, je vais passer à l'édition. Alors, éditer un livre à compte d'éditeur. Et bien tout simplement, comme on va le voir après dans la partie monter un dossier éditorial, ça peut être vraiment très 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 compliqué de trouver un éditeur, mais bon ça on en reparlera après. La différence avec l'auto-édition, bah, c'est à peu près tout, hein. L'ensemble, je veux dire, de la démarche. L'éditeur va vous payer généralement à la page ou va vous proposer un forfait pour l'ensemble de votre album. Moi, personnellement, je vous conseille de vous faire payer à la page, mais ça, c'est chacun fait comme il veut et comme ce qu'on lui propose aussi.
Donc vous allez être payé pour faire l'album. Euh, Quelqu'un va s'occuper de la maquette de votre album, donc faire le titre, mettre les pages en forme, etc. Si éventuellement il y a des fautes d'orthographe dans les bulles, normalement un maquettiste peut s'en occuper. Vous aurez une équipe derrière vous qui normalement est là pour vous soutenir. Après ça dépend des expériences, ça peut être merveilleux et c'est presque une nouvelle famille, ou alors au contraire c'est juste des bâtons dans les roues, ça dépend. Euh, Quoi d'autre? L'éditeur va s'occuper de trouver un imprimeur et de payer les frais d'imprimerie. L'éditeur a généralement, ou plus que généralement d'ailleurs, comment ça s'appelle, un distributeur qui va faire le tour des, des librairies et placer votre livre, et vous n'aurez pas à le faire. L'éditeur, normalement, ça dépend vraiment, mais normalement, va s'occuper aussi de vous trouver des séances de dédicaces à faire pour faire la promotion du livre, donc festival de bande dessinée et librairie, où vous allez aller. Normalement, ça pareil, j'insiste, des fois vous tomberez sur des trucs un peu des petites entourloupes, faut pas accepter n'importe quoi. Normalement, les festivals vous payent au moins vos frais de déplacement, vos éventuels frais de logement, d'hébergement et vos frais de repas. Tous les repas qu'il y aura sur place. Donc, c'est-à-dire, si vous arrivez à 11h, ils vous payent votre déjeuner, votre dîner, si vous dormez sur place, votre petit déjeuner de lendemain, etc. Depuis quelques années, normalement, les festivals sont tenus de vous payer pour être présent en dédicace sur le festival. Donc ça, je vous laisse aller voir les tarifs, c'est sur le site de la charte des auteurs. Il y a des tarifs à la journée ou à la demi-journée. Le festival peut aussi trouver une espèce de façon de contourner en vous demandant de faire des ateliers d'initiation à la bande dessinée ou au dessin euh, pour vous rémunérer comme ça et pas pour vous rémunérer pour les dédicaces. Pourquoi pas? Ça après c'est à vous de voir. Il y a des festivals qui sont très bien et qui n'ont pas le budget pour rémunérer. Et c'est pas par malhonnêteté, c'est juste que vraiment, objectivement, ils font tout ce qu'ils peuvent et ils n'y arrivent pas. Je ne donnerai pas mon avis là-dessus ici. Je veux dire, c'est un vaste débat un peu politique et je connais certains organisateurs de festivals où j'aime aller et qui n'ont vraiment pas le budget et qui trouvent d'autres moyens. Et par contre, je suis allée dans des festivals où, dès lors qu'on était rémunéré pour être sur le festival, comment dire, la partie humaine et agréable, je la voyais plus trop et j'ai amèrement regretté de me rendre sur le festival où j'avais vraiment l'impression d'être un employé, mais un employé dans une boîte qui traite pas bien son personnel et j'ai passé un très mauvais moment. Et du coup, à choisir, si je veux quand même donner mon avis, à choisir, je préfère aller sur un festival qui ne me rémunère pas, par contre qui va super bien m'accueillir, où il y a une bonne ambiance et où j'ai aucun frais à payer, plutôt qu'un festival qui me rémunère et qui, à partir de ce moment-là, me demande des horaires complètement aberrants et qui se permet de me parler comme un chien si je prends 30 minutes de pause de trop parce que les horaires du repas ont été décalés. Voilà, fin de l'aparté. Donc voilà, édition, l'éditeur prend tout en charge. Normalement après, sur la vente de chaque livre, excusez-moi, vous devez toucher des droits d'auteur. Alors ça pareil, il y a vraiment une incompréhension. À chaque fois les gens sortent cette phrase qui a dû être balancée dans un journal dans les années 90. Oui, et vous ne touchez qu'un euro par livre vendu, c'est incroyable. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche, en fait, bien souvent, on touche rien. Parce que, tout simplement, en fait, l'éditeur va essayer de rembourser tous les frais qu'il a eu pour vous pour la création de ce livre. Si vous avez vu le film Mémoire d'une geisha, c'est le même principe. On prend un enfant pour le faire devenir une geisha et ensuite on se rembourse tous les frais qu'on a eu depuis qu'il est arrivé dans l'Okiya jusqu'à ce qu'il... Voilà, donc c'est le même principe. Donc en fait moi depuis des années j'ai fait un album chez Glénat en 2019 et c'est très marrant parce que tous les trimestres je crois je reçois un bulletin. C'est marqué tant de ventes de livres, tant de machins, ça a rapporté tant de sous, nous vous devons 0 €. Donc c'est toujours rigolo à voir. Bon, c'est le jeu, hein, pourquoi pas. Mais voilà, ça faut prévoir, ça dépend aussi du contrat que vous signez, comment vous négociez. Il y a des trucs où vous serez moins bien payé à la planche, mais vous allez toucher plus vite des droits d'auteur. C'est à vous de voir. Voilà. J'ai pas vraiment d'avis là-dessus, c'est juste, je le dis. Moi, quand on achète mon livre, à l'heure actuelle, celui de chez Glénat, je ne touche rien. Et par contre, j'ai appris il y a récemment que si vous empruntez mon livre en librairie, là, je touche des sous. En librairie, en bibliothèque. Donc allez dans les bibliothèques, empruntez mes bouquins. Merci. Ne les achetez pas, ça sert à rien. Euh, voilà. Dernière chose, en fait, différence entre auto-édition et édition. Bah forcément, auto-édition, vous êtes à peu près libre de faire tout ce que vous voulez.
Ben, enfin, ça, non, pas, enfin, voilà, on se comprend. Il y a des limites dans l'éthique, voilà, mais en termes de couleur, de choix de cadrage, de pagination, etc., vous n'êtes limité que par votre portefeuille et votre imagination, alors que la maison d'édition va avoir le droit d'avoir son mot à dire sur beaucoup de choses, donc selon les maisons d'édition, selon le rapport que vous avez avec l'éditeur, selon votre projet, selon votre scénario, selon plein de choses. Parfois, on va vous laisser très très tranquille et vous avez quasiment carte blanche, et parfois l'éditeur va être plus ou moins intrusif, voire même le projet va presque ressembler à un travail de commande pour la maison d'édition à la fin. Voilà, ça dépend d'énormément de choses, mais c'est une réalité. Vous perdez en principe en partie votre liberté si vous êtes dans une maison d'édition. Mais c'est pas toujours le cas, ça dépend de beaucoup de choses. Je redonne un exemple. J'avais travaillé avec la maison d'édition Plume Verte à partir de 2017. J'avais fait 2 albums chez eux qui s'appelaient Lily et Colin, le tome 1 et le tome 2, scénarisés par Delphine Lortirier. Le premier album, je le faisais en parallèle du dernier refuge que je faisais chez Glénat. Le premier album de Lily et Colin, ça a été merveilleux. Vraiment, j'ai rien à redire. J'avais vraiment l'impression qu'on faisait un travail d'équipe tous ensemble. Il y avait 2 éditeurs, la scénariste et moi. Et c'est vraiment des super bons souvenirs. Et je me suis sentie très libre. J'avais le droit de proposer beaucoup d'idées. La scénariste était aussi très ouverte aux propositions. Les éditeurs se comportaient plus presque comme des co-scénaristes plus que comme des patrons. Enfin, ce premier album, ça a été une expérience magique. Voilà. Donc attention de ne pas faire un amalgame. Les éditeurs, c'est des grands méchants parce que c'est des patrons. Enfin, voilà. Et vous perdez toute votre liberté, vous vendez votre âme au diable. Ça dépend. Vraiment, j'insisterai lourdement là-dessus. Et c'est pas forcément parce que vous travaillez avec une petite maison d'édition qu'elle va être hyper éthique et hyper sympa et tout ce que vous voulez. VS, une grosse maison d'édition qui va être humainement au ras des pâquerettes, qui va pas être présente, etc. Ça, c'est vraiment. Personnellement, je pense qu'il faut vous ôter cette idée-là de la tête. Il faut voir au cas par cas. Parce qu'il y a des petites maisons d'édition. Moi, j'ai déjà eu des échanges de mails avec des petites maisons d'édition, mais vraiment c'était humainement, c'était horrible en fait, on m'a parlé hyper mal, on m'a fait comprendre que j'allais être là pour faire le boulot et faire ce qu'on me disait, alors que c'était un projet personnel pour moi, et que j'étais là juste pour me taire et faire ce qu'on me disait. Waouh, j'y suis pas allée, hein, mais c'était assez violent hein, de voir toute l'éthique ou l'absence d'éthique qu'il y avait derrière, les valeurs, la façon de penser, tout ça. Et à côté de ça, certaines grosses maisons d'édition, ben, humainement, c'est super. Et là, je peux les citer par contre, parce que je vais pas en dire de mal. La maison d'édition Bambou slash Grand Angle, c'est la même structure. Ça fait des années que je croise régulièrement les éditeurs, soit en festival, soit je leur écris par mail, soit je les ai au téléphone. J'ai jamais travaillé avec eux, mais en fait, ça fait des années que dans cette maison d'édition, il y a des éditeurs qui prennent la peine, à chaque fois que j'envoie un dossier, de m'appeler en me disant on va pas travailler ensemble, on est d'accord? Bon, très bien. À partir de maintenant, comme tu sais que c'est foutu, je vais te donner mon avis. Et ça m'est arrivé vraiment plein de fois que des éditeurs de Grand Angle pardon, ou Bambou prennent la peine de me téléphoner pendant 1 heure juste pour me dire ça c'est très bien, ça c'est moyen, ça c'est à revoir, ah, ça tu devrais oublier cette idée. Ça m'est arrivé vraiment plein de fois, alors qu'ils n'avaient aucun intérêt à faire ça, puisqu'ils m'ont dit d'emblée, on ne pourra pas travailler ensemble, ton album ne va pas du tout dans notre ligne éditoriale. Donc ben voilà, moi je trouve ça très humain, très cool, très tout ce que vous voulez, et le côté grand patron méchant, je le vois pas moi personnellement ici, alors que c'est quand même une grosse maison d'édition qui a plusieurs branches, donc Bambou, Grand Angle, maintenant il y a Dracou. Je crois qu'il y a Fluide Glacial qui en fait partie, mais là je dis peut-être une bêtise. Voilà, moi personnellement j'ai une super vision de cette maison d'édition. Voilà. Et puis comme on travaillera pas ensemble de toute façon, comme ils me l'ont dit, bah, ça me coûte rien de le dire. Voilà. Ok, maintenant que tout ça est dit, c'était super long, je vais passer à la suite sur comment faire un dossier BD. Maintenant, pour faire un dossier éditorial, donc pour présenter un éditeur, pour essayer de trouver un éditeur pour éditer votre bande dessinée, ça va pas être très très compliqué en soi. D'emblée, moi je vous suggère très fortement d'aller voir sur le site de vos éditeurs préférés, de ceux avec qui vous aimeriez travailler, vérifier qu'il n'y ait pas une rubrique, nous envoyer un dossier, parce que parfois ils décrivent exactement ce qu'ils veulent. Donc ça peut
vous donner des pistes. Donc moi je vais vous dire ce que j'ai lu et comment je fais mes dossiers. Et petit aparté, ça m'est déjà arrivé de voir sur des sites d'édition de livres jeunesse, quand on cliquait sur nous envoyer un dossier, là, il demandait une sorte de charte pour le book. Il voulait pas juste un book, il voulait qu'on corresponde à des critères. Donc c'était par exemple, envoyez-nous, il nous faut 5 illustrations en tout, une scène de pique-nique familiale en été, voilà, une scène avec des animaux humanisés qui jouent à la marelle, un portrait, une scène de nuit avec, j'en sais rien, des enfants qui explorent une cabane dans les bois, je dis n'importe quoi. Donc là, c'était très très fermé, très cloisonné, mais au moins ça vous donne une ligne directrice. C'est un peu comme un concours de BD où il y aurait un thème, au moins vous savez où vous allez. Et voilà. Maintenant, je reviens au dossier de bande dessinée classique. C'est pas très très dur en fait en tant que structure, par contre, il faut s'y tenir. Moi, ce que je vous suggère, c'est de dessiner entre 2 et 5 pages. Alors vraiment, les meilleures de votre vie. C'est vraiment pas du tout le moment de bâcler, mais du tout. Donc vraiment, vous les faites super bien. Si vous voulez faire vos couleurs, que vous vous sentiez à l'aise et bon dans les couleurs ou pas, si vous avez envie, vous pouvez tout à fait proposer la version couleur des planches. Par contre, attention, proposez toujours à côté la version en noir et blanc. Parce que ça vous est peut-être déjà arrivé en tant que lecteur, parfois on va avoir une bande dessinée en couleur, on se dit ouah, c'est pas ouf hein, quand même, et on va voir la version noir et blanc, on fait mais en fait c'est vachement bien, mais les couleurs gâchent tout, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et c'est possible que ça arrive avec des éditeurs. Parfois les couleurs vont un peu gâcher le trait, ou alors tout simplement les couleurs, il n'y a pas grand chose de plus subjectif dans la bande dessinée. J'ai un souvenir personnel d'avoir vu une expo sur des coloristes dans un festival. On leur avait donné à tous une planche de Michel Plessy à mettre en couleur, et déjà ça donnait des choses très différentes. Et j'étais avec des camarades dessinateurs de bande dessinée, donc du coup qui ont un œil critique, qui savent ce que c'est qu'une bande dessinée, qui savent ce que c'est de mettre en couleur. Et on était trois, euh, aucun de nous n'avait les mêmes avis, mais du tout. C'est-à-dire que ma planche préférée, c'était une des planches que l'un des autres trouvait la plus ratée. La planche préférée de mon pote, moi je la trouvais horrible. Enfin, voilà, donc ça c'est hyper subjectif. Donc vraiment, mettez la version noir et blanc et la version couleur si vous voulez faire des couleurs. Si vous voulez pas les faire, c'est pas grave. L'éditeur s'occupera de vous dire est-ce que tu connais un coloriste, est-ce que tu veux que je t'en présente, est-ce qu'on fait des essais de couleurs pour voir. Ça, vous embêtez pas trop avec ça. Donc vous faites vos deux planches, vos entre 2 et 5 planches, hyper abouties avec les bulles, etc. Ne vous bornez surtout pas à vouloir faire le premier chapitre ou les premières pages de votre album. Si elles ne sont pas représentatives de votre album, c'est pas la peine. On veut les pages les plus représentatives qui vont le plus donner le ton de l'album. Et vous pouvez aussi faire par exemple 2 planches du début, 2 planches d'une scène particulièrement d'action, ou alors vous voulez montrer que vous savez, j'en sais rien, si vous faites une scène qui se passe dans la mer et qu'il y a des vagues, vous voulez montrer que vous savez particulièrement bien dessiner les vagues, ben vous dessinez une planche ou 2 qui se passent à ce moment-là, une autre où il y a une scène hyper forte parce que c'est une scène d'aventure ou une scène particulièrement sentimentale, vous pouvez aussi, etc. Le but c'est plus de montrer un panel de ce qu'il va y avoir dans l'album que de faire absolument le début. Voilà, jusque-là c'est pas mal. Vous pouvez, en termes de planches, en termes de dessin, vous contenter de ça. Si vous voulez faire plus, vous pouvez rajouter une charte de personnages, donc par exemple avec tous les personnages alignés, un petit peu comme dans les trucs de caractère design d'animation. Pardon. Ou alors des fiches personnages où chacun est dessiné bien une seule fois en pied, ou juste le portrait, ou sous toutes les coutures si vraiment vous voulez vous donner du mal. Et le nom du personnage, une explication de qui c'est qui dans l'histoire, son histoire personnelle, etc. Pourquoi pas? C'est un plus, hein, ça vous n'êtes pas obligé. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Si vous voulez, vous pouvez joindre des croquis. C'est pas nécessaire absolument, mais parfois, moi j'ai un souvenir, un des premiers dossiers que j'avais présenté en 2010. Euh, C'était un mauvais souvenir. J'avais un genre de speed dating professionnel à Angoulême et je m'étais fait défoncer sur les planches. Je m'en rappelle très bien. J'avais pleuré. Et ça avait été horrible. Mais vraiment, on m'avait dit que c'était nul.
Et d'un coup, en tournant les pages de mon classeur, l'éditeur était tombé sur des croquis. Il avait dit: «Mais c'est quoi? C'est toi qui as fait ça? Attends,» parce qu'il trouvait que autant il trouvait que mes planches étaient nulles, autant il aimait bien mes croquis. Et je me rappelle, il m'avait dit: «Pourquoi tu viens te ridiculiser avec ces planches alors que tu as des croquis pareils à montrer?» C'était un compliment bizarre, c'était gentil mais pas gentil à la fois. Bref, du coup, vous pouvez ajouter des planches de croquis si vous voulez. Donc ça, c'est pour la partie dessin. Pour la partie scénario, ce que vous allez faire, c'est un pitch. Donc, entre 1 et 3 lignes. Vraiment un truc hyper court, hyper succinct, paf. Ensuite, vous pouvez faire un synopsis. Synopsis, on va dire 1-2 pages maximum. Vraiment, 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 n'envoyez surtout pas un manuscrit, vraiment avec tout. Quand j'avais commencé à travailler, j'avais eu affaire à des personnes qui voulaient devenir scénaristes, qui m'avaient envoyé un manuscrit par la poste, mais j'en sais rien, moi, c'était 500 pages. Ça donne pas envie de le lire en fait, surtout que ces gens-là n'avaient pas encore le recul, c'était un peu leur bébé et tout, chaque fiche personnage, chaque description faisait 6 pages. Je vais pas mentir, je l'ai pas lu, hein. Et donc imaginez-vous des éditeurs qui reçoivent potentiellement des dizaines, voire des centaines de dossiers. Essayez de trouver un truc un peu accrocheur et court, en imaginant bien que même si votre projet est ouf et que c'est le meilleur du monde, ben ils ont parfois autre chose à faire, autre chose à penser que de lire que des dossiers hyper dodus comme ça. Voilà. Donc restez un petit peu succinct. Donc pitch, synopsis. Moi je vous suggère personnellement de faire une note d'intention. Dans la note d'intention, vous dites ce que vous voulez faire avec cet album en fait, tout simplement. Donc quelle pagination vous voyez, quel public, ça c'est super important parce que parfois on voit un synopsis et vous allez imaginer que ça va être une comédie d'aventure pour les enfants. Sauf qu'en fait, la personne, elle, ce qu'elle voit, c'est une histoire super triste, un peu tranche de vie pour les 30-70 ans. Pour le même projet, on peut vraiment se projeter différemment, donc vraiment euh, expliquer bien à quel public vous voulez vous adresser idéalement. La note d'intention, vous pouvez aussi un petit peu dire vos propres références. Pardon, vos influences de films, de livres, de bandes dessinées, de ce que vous voulez, juste pour qu'on connaisse un peu mieux votre univers. Moi, je pense que ça peut être bien la note d'intention. Et au passage, ça peut en dire plus sur vous, sur votre univers, et ça peut donner des idées à l'éditeur qui va se dire ce projet, j'en veux pas. Par contre, je pourrais lui proposer tel autre projet qui qui irait sans doute bien à cette personne, à cet auteur. Euh, voilà. Bah écoutez, ça me semble pas mal, hein. C'est pas très compliqué en soi à faire un dossier. Enfin, le fait de le faire, c'est fastidieux, mais il n'y a pas grand chose non plus, hein. Faut pas chercher très très loin. Pour l'envoyer, ben, c'est pas très compliqué, hein. Vous mettez tout en format PDF, vous faites un petit dossier et vous l'envoyez par mail aux maisons d'édition, tout simplement. Si vous voulez, vous pouvez le présenter en festival, ça peut être une bonne idée dans certains gros festivals, notamment à Saint-Malo ou à Angoulême. Angoulême, c'est un peu l'usine hein, quand même, c'est pas le meilleur moment, je pense que tout le monde est stressé, overbooké et tout, mais bon, pourquoi pas. Euh, mais donc dans certains festivals, vous allez pouvoir avoir des stands avec les éditeurs, vous pouvez essayer de demander un rendez-vous en amont ou essayer de les croiser sur place. Vous venez avec votre dossier imprimé ou sur votre tablette. Pardon. Et, euh, et donc, vous allez présenter votre dossier et ne serait-ce que demander un avis, en fait, pour que l'éditeur vous dise d'emblée, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est à revoir, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Mettez votre petite carapace avant d'y aller et votre petit ego de côté, parce que ça peut être parfois très violent selon à qui vous allez parler. J'en sais quelque chose. Il y a des gens qui vont avoir beaucoup de tact et comment dire, une certaine compétence à prendre des gants et à dire les choses pour vous les dire, mais sans être cassant, blessant, humiliant. Il y en a d'autres, je sais pas si c'est par manque de tact ou si c'est parce que ça les fait marrer, mais ils vont vous dire les choses autrement. Voilà, préparez-vous. Petit aparté, vous pouvez aussi profiter des festivals BD pour montrer votre dossier à des auteurs de bande dessinée qui, eux, n'auront aucun pouvoir par rapport à la structure éditoriale. Je le précise parce que ça m'est arrivé, pas très souvent, mais ça m'est arrivé d'avoir des gens où je sentais bien qu'en fait, ils me lançaient des perches, ou plus que des perches, c'était un petit peu insistant, en pensant visiblement que j'allais leur trouver du travail ou que j'allais les faire entrer dans telle ou telle maison d'édition.
Alors, fun fact, c'est un petit peu comme pour les acteurs qui essayent de faire des films. Même des auteurs qui réussissent, qui donnent l'impression de l'extérieur d'avoir bien réussi, en fait, ça dépend quand, ça dépend qui, mais en général, on est tous plus ou moins en galère. On reste des freelances et donc voilà, on va déjà les gens essayent déjà de se placer eux-mêmes et éventuellement de placer leurs potes et ensuite, vraiment en dernier recours, ils vont essayer de placer des inconnus et surtout, ils n'ont généralement pas ce pouvoir en fait de placer qui que ce soit. Ils ont déjà du mal à se placer eux-mêmes. Voilà, c'était juste pour la petite parenthèse. Alors maintenant, je voulais quand même parler d'un petit truc qu'il ne faut surtout pas faire parce que je vois pas mal de gens faire ça. Ça m'arrive de temps en temps, pas trop régulièrement, mais ça m'arrive quand même que des gens me contactent en me disant «Bonjour, j'ai fait un scénario et du coup je voudrais que vous le dessiniez». Jusque-là, tout va bien. Parfois, il y a cette phrase très bizarre et très inadaptée où on me dit «Je suis romancier, en fait j'ai vu que la BD ça a l'air simple, alors du coup vous allez me faire ma bande dessinée. PS, moi j'ai jamais lu une BD de ma vie». C'est super insultant, on veut pas faire des trucs comme ça. Non, pas. Bref, et du coup, en fait, des scénaristes me contactent, ou des aspirants scénaristes, en me disant, je veux faire une bande dessinée, est-ce que vous pouvez la faire? Combien ça va coûter? Faut pas faire ça, surtout pas. Parce qu'en fait, comment dire? Le scénariste et le dessinateur qui vont présenter un dossier, c'est un partenariat. Ça peut être vos amis, ça peut être qui vous voulez, mais c'est un partenariat. Vous présentez ensemble un dossier et ensuite vous êtes dans le même bateau de galère et ensuite vous allez voir si l'éditeur veut de vous ou de l'un d'entre vous seulement. Euh, mais voilà, à la base, c'est un partenariat bénévole et de tenons-nous la main pour aller en enfer ensemble. Euh, et du coup, si vous commencez d'emblée à vouloir mettre comment dire, un arrangement financier avec cette personne, alors que c'est censé être du bénévolat et du donnons tout ce qu'on a, comme dans Bakuman, et on va y arriver, faisons-le, ça va tout fausser en fait. Et du coup, le gros problème, si vous arrivez en demandant à un dessinateur combien je vous paye, faites-moi l'album entier et machin, déjà potentiellement vous pouvez tomber sur des gens qui n'y connaissent rien, qui vont dire ok, ça j'ai vu ça il y a très longtemps. C'était une dessinatrice qui d'ailleurs n'est pas devenue professionnelle, à ce que je sache. Moi, je l'ai vue complètement rouler des éditeurs en se faisant payer des trucs absurdes. Elle se faisait payer des séjours à Paris pour les rencontrer, elle se faisait payer le resto, elle allait dans des magasins d'art avec eux en dévalisant le magasin et en leur laissant payer. Et en les laissant payer, pardon. Et, en fait, elle a jamais fait une page parce qu'elle savait pas faire de bande dessinée. Et je crois qu'il lui versait un genre de salaire. Et en fait, au pire, elle a fait trois quatre caractère design qui, en plus, objectivement, étaient de mauvaise qualité et ressemblaient à des dessins des chevaliers du zodiaque dans les années 70. Désolée, mais c'est vrai. Euh, et en fait, les gars se sont fait complètement rouler. Et dans le même temps, les gars, désolé s'ils se reconnaissent, hein, mais ils avaient fait appel à une avocate qui avait eu, j'en sais rien, la malhonnêteté d'accepter de leur faire des contrats. Ah, ça ne marche pas comme ça en fait, ça n'avait aucun sens. Du coup, les gars, ils avaient déjà dépensé, quand je les ai rencontrés, moi j'ai dit merci, au revoir très rapidement, mais je crois qu'ils avaient déjà dépensé genre 2000 ou 5000 euros là-dessus, alors que normalement, c'est des étapes où c'est bénévole certes, mais où on ne dépense pas d'argent en fait, à part éventuellement pour s'acheter du matériel de dessin pour nous. Voilà. Donc surtout ne faites pas ça, vous risquez de tomber sur des gens malhonnêtes ou qui n'y connaissent rien. Et ça marche pas comme ça. Et ensuite, donc le dossier BD, faut jamais faire l'album entier, parce que l'éditeur, bien souvent, va vous dire... Déjà, il peut vous demander d'adapter un peu votre dessin, il va dire je pense que c'est trop réaliste, il faudrait quelque chose de plus cartoon, ou l'inverse, ou il va dire par contre ce chapitre-là, il est pas bien écrit, ça marche pas, ou ce chapitre-là est en trop. Ça va pas mal bouger en fait entre le moment où vous présentez le dossier et le moment où vous finissez. C'est pas forcément qu'on vous retire de votre liberté. Parfois si, hein. Parfois il y a des éditeurs où on sent qu'ils veulent absolument mettre leurs pattes pour une question d'ego mal placée ou pour je sais pas quoi. Mais parfois c'est objectivement des très bons conseils et vous allez vraiment voir votre projet qui va faire ouh, qui va progresser et tout. Il est bien mieux au moment où il est fini qu'au moment où vous l'aviez présenté. Voilà. Euh, D'ailleurs, petit aparté, en général, un album, on dit que ça met environ 1 an à être réalisé en comptant dessin couleur, storyboard dessin couleur. Donc sans compter le scénario, on va compter à peu près 1 semaine par page
environ. Donc ça c'est bon à savoir même si vous passez une commande. Une page, environ une semaine. Donc vous pouvez aussi faire des calculs personnels pour voir combien de temps va vous prendre à faire un album. Pareil, je vous déconseille très fortement de partir direct si c'est votre premier album sur ouais je vais faire 200 pages. Tu veux pas commencer par faire 5 pages dans un fanzine ou pour un magazine ou pour un collectif de bande dessinée édité, puis après t'en feras 10 et puis après tu verras parce que on se rend pas bien compte en fait quand on n'est pas encore dedans à quel point ça peut être fastidieux, compliqué, isolant aussi de faire de la bande dessinée et partir sur un 200 pages direct, ça me paraît... Il y en a qui le font, j'en connais, qui ont très bien réussi, mais ne serait-ce que psychologiquement, ça peut être très 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 compliqué. Et donc moi je vous conseille de partir un peu soft, quoi, faire déjà un petit peu vos expériences, faire des concours BD, participer à des petits trucs par-ci par-là. Ça c'est les bons conseils de Tata Alex, faites-en ce que vous voulez, mais voilà. Euh, du coup, ça c'est ce qu'il fallait pas faire, donc les scénaristes qui veulent proposer de l'argent, ne faites pas ça, vous proposez un partenariat et... Alors après aussi à l'inverse, ne prenez pas le dessinateur pour, euh, pour la machine qui va travailler pour vous. C'est un partenariat. Pareil, moi, des fois, on me contacte, j'ai vraiment l'impression que c'est un patron qui est en train de m'apprendre la vie, alors que j'ai même pas encore. Enfin, c'est le premier mail, j'ai même pas encore eu l'occasion de répondre. Je sens vraiment que je vais me faire traiter comme une serpillière, ça donne pas envie. Et puis, enfin, éthiquement, je vous déconseille de faire ça. Personnellement, je trouve que c'est quand même. Pourquoi en fait faire ça? Enfin, c'est bizarre, c'est pas très. C'est pas bien. Donc, voilà. Enfin, du coup, pour les conditions générales, imaginons que vous avez trouvé votre éditeur, vous allez signer un contrat. Je vous invite très fortement à vous adresser à l'ADAGP, qui est une structure d'aide aux auteurs, qui va vous aider sur vos droits, qui va vous aider sur des questions pénales, qui va pouvoir vous donner des conseils divers et variés. Donc je vous conseille de vous y inscrire déjà, et ensuite éventuellement de faire relire votre contrat. Plus qu'éventuellement, faites relire votre contrat. En termes de tarifs, il y a plus ou moins un SMIC non officiel qui est de 150 € la page juste pour les dessins et 50 € juste pour les couleurs. Ça peut paraître beaucoup dit comme ça, mais après dites-vous 4 pages par semaine, c'est du brut hein, dont je vous parle. 4 pages par, une page par semaine, 4 pages par mois, du coup on est à 150 € minimum, plus ou moins officiel ou officieux. Ça fait 600 € brut à temps plein. Vous voyez, on est bien en dessous du SMIC. Donc, ce SMIC non officiel n'est pas toujours respecté, sachez-le, mais faites attention. Si le projet vous plaît, si vraiment vous voulez le faire, si vous n'avez pas d'importance financière ou quoi que ce soit, ou si vous sentez l'éditeur vraiment très honnête mais aussi très fauché, allez-y, c'est ou pas, hein, c'est à vous de voir. Personne ne vous met un couteau sous la gorge pour vous dire tu signes, sinon personne ne fait ça. Enfin, je crois pas. Euh, Par contre, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Vous n'êtes pas obligé de hurler sur l'éditeur en criant tous des salauds, machin, etc. Parfois, les gens n'ont vraiment pas d'argent et voilà. Et ils veulent quand même faire des BD. Pourquoi pas. Vous avez le droit de négocier vos contrats. Ça, c'est important. Vous avez le droit de le faire. Faut pas hésiter. Euh, Les couleurs, donc 50 € c'est un peu le minimum officiel officieux. Le vrai tarif c'est plutôt vers les 80 €. Mais bon, avec la crise économique, machin, etc., 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 je pense que vous êtes quand même en droit de demander plus, surtout si vous avez de l'expérience. Après, c'est à vous de voir. Vous voyez. Moi, ça me regarde pas. J'insiste juste sur le fait qu'il faut vous sentir obligé de rien. Et si un éditeur ou un scénariste, ou même un coloriste, vous parle mal, ou si vous êtes coloriste et que le dessinateur vous parle mal, c'est possible aussi, ben vous n'avez pas accepté n'importe quoi en fait. Vous n'êtes pas, comme je disais tout à l'heure, vous n'êtes pas une serpillière. Enfin, il n'y a pas de raison en fait, juste. Et récemment, j'ai fait un petit tableau, alors je le réouvre parce que j'ai une commande que j'ai vraiment pas du tout appréciée, où j'en suis presque tombée malade tellement ça, tellement psychologiquement ça m'a troublée et mis en ruine. Et donc j'ai ressenti le besoin de faire un petit tableau pour moi, déjà pour
mettre le curseur sur comment je me sentais là dans cette commande que je faisais. C'est-à-dire, j'en étais à vraiment me mordre la langue pour ne pas leur demander est-ce que vous voulez pas faire appel à une intelligence artificielle pour faire votre projet? Parce qu'en fait, vu la façon dont vous me parlez et vu comme vous avez l'air de croire que je suis un robot à votre service, je pense que ça irait plus vite que vous fassiez appel à un vrai robot. Voilà, j'en étais là, hein, alors que je ne suis pas du tout favorable aux IA ou quoi que ce soit. Voilà, c'est dire à quel point c'était chouette comme expérience. Et après, pour pas rester dans un truc uniquement négatif, je me suis fait un tableau pour dire mon minimum, ça devrait être quoi. Donc mon minimum sur ce tableau, qu'est-ce que je devrais accepter pour et si j'ai pas ce minimum, bah je dis non ou alors je me casse, j'en sais rien, mais voilà. Du coup, dans ce tableau, j'ai marqué entre autres, et après vous pouvez le refaire et vous mettez votre curseur où vous voulez, hein, ça vous regarde. On n'a pas tous les mêmes valeurs ou les mêmes intérêts aux mêmes endroits. Moi, par exemple, pour moi, c'est important d'avoir de bonnes relations humaines et de pas avoir des gens qui me prennent pour une conne et qui essayent de m'arnaquer. Ça, c'est vraiment pas possible. Les gens qui me mentent, alors là, ciao, direct, dès que je m'en rends compte. Il y en a, ils s'en fichent. Pourquoi pas? Et il y a des choses sur lesquelles je mets moins d'importance et ça va être important pour d'autres gens. Donc ça, c'est à vous de voir. Par exemple, dans mon tableau, j'ai marqué qualité des relations humaines, temps imparti pour faire un travail de qualité, temps passé à la création, temps passé à faire des retouches, entre parenthèses, qui semblent parfois inutiles ou qui auraient pu être notées en amont, temps passé à envoyer des emails et ou à passer des appels, c'est-à-dire tout le temps où vous allez checker des choses, parce que ça aussi on s'en rend pas bien compte, mais selon les semaines, moi je passe beaucoup plus de temps à faire de la paperasse et à passer des coups de fil qu'à dessiner. Il y a vraiment une époque de ma vie, j'étais ravie d'être en festival en disant oh, ça fait au moins 4 mois que j'avais pas touché à un stylo, je suis tellement contente. Et ça paraissait complètement fou en fait de dire ça. Sachant que c'est mon métier à temps plein. Une fois de plus, je suis dessinatrice à temps plein et ça faisait 4 mois que j'avais pas touché à un stylo. C'est pas terrible. Après, j'avais noté combien on est payé, expression et liberté artistique dans le projet, stress et anxiété provoqués, épanouissement sur le projet. Et après, c'était ma petite liste de, comment on dit, red flag. Sensation d'être vu comme une machine à dessiner par le commanditaire. Sensation d'être là que pour faire le lien entre le commanditaire et la feuille. Des fois, il y a des scénaristes aussi qui ont ce discours très assumé parfois de bah non, mais le dessinateur, il est là juste pour mettre mes idées sur le papier. Et voilà, moi je veux pas avoir son avis, mais c'est pareil, il fait appel à une IA, mec. Euh, Sensation que le commanditaire aurait préféré travailler avec un robot. Envie de demander, vous ne voulez pas faire appel à une IA plutôt? Voilà. Donc ça c'était mon petit tableau pour placer le curseur. Donc, personnellement, ça m'aide, je vous invite à le faire, voire même à appliquer ça à tous les pans de votre vie si vous le souhaitez. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Du coup, je reviens aux conditions, donc je vous parlais des tarifs. Ensuite, le temps de réalisation. Donc, je vous le disais, officiellement, c'est environ une semaine par page, environ 1 an sur le projet. Ça, c'est à vous de voir, en fait. Vous pouvez fixer une date butoir d'emblée. Parfois, vous pouvez demander une rallonge de temps. Essayez de voir quand même un peu large. Pensez à vous prendre des vacances, à vous prendre des week-ends si vous ne tiendrez pas ou alors vous allez finir en burn-out ou malade à la fin de votre album. C'est pas ce qu'on souhaite, on n'a pas envie. Et moi j'entendais beaucoup quand j'ai débuté cette phrase complètement absurde et vraiment ridicule. C'était un de mes collègues qui disait tout le temps ah, c'est un travail de moine d'être dessinateur. De moine, c'était dans le sens on ne fait plus que dessiner, on est cloîtré chez soi, pardon. Euh, on n'a plus aucune autre activité à côté. Ben, pareil, parle pour toi, mec, en fait, si t'as envie, mais moi, personnellement, en fait, quand j'ai fait l'album Lily et Colin, je faisais en même temps Le Dernier Refuge, et bah, franchement, ça allait, en fait. En plus, j'avais adopté un chiot à cette époque, donc la fameuse Nighty Chouquette que vous avez parfois vue, elle était insupportable. J'étais seule, je vivais loin de ma famille, je vivais dans une ville que je connaissais pas. J'allais en atelier pour la première fois de ma vie, donc je faisais des allers-retours en voiture, c'était pas juste à côté de chez moi. Bah en fait, à part peut-être vraiment le bouclage d'album qui est réputé comme étant un truc où vraiment on a l'impression que tout doit tourner autour de l'artiste, parce qu'il en peut plus, parce que c'est trop dur, tu comprends? Moi j'ai vaguement le souvenir de 2 semaines qui avaient été un peu plus compliquées. J'ai fait aucune nuit blanche.
Et puis globalement, j'ai continué ma vie en fait, et ça s'est bien passé. Et vraiment, je trouve que cette espèce de discours méritocratique, bizarre, stakhanoviste de ouais, faut travailler, c'est dur, ah je souffre, je suis un artiste. Oh là là, non mais ça va 5 minutes en fait, on va peut-être se calmer. Enfin, je sais pas, faut peut-être juste apprendre à gérer son temps, à faire des pauses, à... Je sais pas. Voilà, moi ça m'exaspère, donc désolé s'il y en a qui se reconnaissent là-dedans, mais j'en sais rien en fait, faut pas faire ça. Puis si vous voyez que vous tombez là-dedans, bah arrêtez tout, faites une pause, faites, j'en sais rien, une carte mentale, lisez les livres sur le temps de Fabien Olicard et ça ira mieux. Nom d'un chien. Donc en fait, pour le temps de réalisation, je sais qu'il y a des gens que ça inquiète beaucoup, de ah l'éditeur il va me taper sur les doigts, etc. Bah, c'est à vous de voir en amont. Après, bien sûr, si vous vous mettez à partir tout le temps en vacances et que vous avez 6 mois de retard, là oui, on peut comprendre que l'éditeur soit pas ravi. Mettez-vous à sa place une fois de plus. Moi personnellement, j'ai pas du tout ce problème-là. Je n'ai pas du tout ce problème-là. Ça fait tellement prétentieux. Je suis désolée, c'était pas le but. Mais moi, en fait, mes albums, c'était prévu que je les fasse en un an. J'ai plutôt passé à peu près 6 mois dessus. J'ai pas compris. Je crois que je suis passée à travers de failles spatio-temporelles sans m'en rendre compte. J'ai toujours pas compris. Mais c'est vrai que je travaille vite et j'ai une méthode que j'ai pas cherché à avoir, mais où je suis quand même assez efficace dans mon avancée. Je crois que c'est surtout que je suis très impatiente et j'aime bien passer au projet suivant, donc je pense tout simplement que je ne supporte pas de traîner ou de laisser un truc en plan. Tant mieux pour moi. Je vous souhaite que ce soit le cas aussi. Euh, du coup, temps de réalisation, faut pas trop que ça vous inquiète, faut juste être honnête. Euh, Limite chronométrez-vous ou pointez quand vous faites une page pour estimer votre nombre d'heures, parce que ça peut aider. Parce que si on vous dit, même pour un travail de commande, j'ai cette commande, pour quand est-ce que tu es capable de me la rendre, et vous dites dans 2 semaines. Et en fait, alors que vous y bossez tous les jours, 6 semaines après, vous n'avez pas du tout fini, c'est quand même que vous avez très 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 mal estimé votre temps, ou alors qu'il s'est passé plein de trucs entre deux qui n'étaient pas prévus, ça peut arriver aussi. Alors pareil, gardez toujours une petite marge de temps parce qu'on sait jamais, vous pouvez avoir une tuile, vous pouvez vous blesser, vous pouvez avoir un proche qui a un problème, vous pouvez avoir votre frigo qui tombe en panne et il faut gérer ça. On peut toujours avoir des tuiles qui tombent et autant prévoir à l'avance quelques jours au cas où. Euh, Après, une fois que l'album est fait, combien d'exemplaires vous pouvez attendre de recevoir? Parce que plein de gens pensent qu'après, on a les albums, on en a autant qu'on veut, gratuitement. Pas du tout. Par exemple, je pense que la moyenne, c'est 5 albums. Mais parfois, on peut vous en proposer 2, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup. Parfois, on vous en propose 10 ou 20, ça peut arriver aussi. Euh, Ça fait partie du contrat, faut négocier ça avant aussi si vous en voulez plus. Euh, et en fait, après, vous allez pouvoir en racheter des stocks. On va pas vous les donner, hein, j'insiste là-dessus. Donc je crois que selon les maisons d'édition, pareil, c'est dans le contrat. Parfois, vous allez les racheter pour 40% du prix de vente. Parfois, c'est moins, parfois, je crois que c'est plus. Voilà, ça se presse et faut voir avec votre contrat, votre éditeur, etc. Mais j'insiste là-dessus, le nombre d'exemplaires n'est pas du tout indéfini. Euh, voilà, après j'avais noté les attentes humaines, bah ça je l'ai dit plus tôt, hein, ça dépend vraiment, vraiment, vraiment des gens. Même au sein de la maison d'édition, parfois vous allez avoir des directeurs de collection et il y en a qui vont être humainement incroyables, il y en a d'autres ça va être beaucoup plus basique, enfin il y en a d'autres ça va pas être des gens très chouettes. Donc faut pas forcément juger par rapport à la maison d'édition. Et après chacun a ses attentes humainement. Il y a des gens qui attendent quelque chose de très carré, d'autres qui attendent des relations plus cool. Euh, voilà, ça, pareil, c'est à vous de voir et je réinsisterai pardon, juste là-dessus, vous n'êtes pas une serpillière, vous n'avez pas à vous faire traiter comme une serpillière et le... Comment dire? L'éditeur n'est pas votre patron. Voilà, ça je crois qu'il y a une énorme confusion pour tout le monde, y compris pour les éditeurs. Moi je ne considère pas que l'éditeur est mon patron, c'est quelqu'un avec qui je travaille, je reste une freelance, je suis libre. Enfin je veux dire, on a cette contrainte comme ça dans tous les sens. En termes d'assurance santé, de non-sécurité du travail, pas de salariat, pas de congés payés, pas de vacances. Pardon, c'est mon chien qui ronfle à côté. Euh,
il y a tellement de choses qui font partie du salariat de base qu'on n'a pas, où on a un travail qui est libéral et qui est un peu à l'américaine. euh, Ça va, on va pas en plus avoir quelqu'un qui se permet de nous parler ou d'exiger des choses de nous complètement absurdes. Donc, je dis pas qu'il faut être en mode gros rebelle qui s'énerve dès qu'on lui dit quelque chose et qui a un gros problème avec l'autorité. C'est absolument pas ça que je dis. Par contre, juste garder une relation à peu près horizontale parce que ce n'est pas votre supérieur en fait. C'est quelqu'un avec qui vous travaillez. Donc, certains auteurs disent même que les éditeurs sont leurs clients, d'autres que ce sont leurs partenaires de travail. Vous placez ça où vous voulez. Après, ça peut aussi dépendre de avec quels éditeurs vous travaillez, si c'est plus une commande ou si c'est plus votre projet personnel. Mais voilà, une fois de plus, moi je suis vraiment universellement parlant pour l'horizontalité des relations et je trouve que il y a quand même pas mal de soucis à ce niveau-là qui du coup justifient des comportements déplacés. Mais dans tous les sens, hein, pas que dans la bande dessinée, pas que dans le travail ou quoi que ce soit. Mais je dis juste personnellement, restez vigilant à ça. Et voilà, et enfin, les dédicaces. Certains auteurs détestent les dédicaces et vont dire ouais, on nous oblige à aller en dédicace. Moi personnellement, je me suis pas sentie obligée. Alors pareil, à voir. Parfois, ce sont les festivals ou les libraires qui payent. Parfois, ce sont les maisons d'édition. Si vous n'avez pas envie de faire un truc, le faites pas. Ou alors négocier pour quand même trouver votre compte. Après, moi, j'aime bien les dédicaces. Je trouve que c'est des bons moments. On rencontre des gens, on voit des collègues. Faut peut-être doser parce que des fois si on en fait trop ça peut être vraiment compliqué ou si on est beaucoup loin de chez soi selon la vie qu'on a aussi ça peut être vraiment pas pratique. Petite parenthèse, je ne sais pas comment ça se passe pour certains pays, voilà, en France normalement à l'heure actuelle vous êtes payé pour faire vos dédicaces donc allez voir sur le site de la charte des auteurs et normalement je pense quasiment automatiquement vous êtes défrayé. Donc repas, hébergement, transport. Je précise tout ça parce qu'en Belgique, ça se passe pas du tout comme ça. En Belgique, c'est un peu bizarre. Donc en fait, si je me rappelle bien, si j'ai bien compris, le libraire vend votre dédicace en plus du livre. Par exemple, ça va être le livre coûte 20 euros plus 5 euros la dédicace. Donc le lecteur va payer 25 euros. Soit le libraire à la fin de la journée vous reverse tout cet argent des dédicaces, mais vous devez financer votre transport, vos repas, votre logement, soit le libraire garde cet argent et avec va payer tous vos frais. Et après, soit si vraiment vous avez vendu beaucoup d'albums et ça fait vraiment une grosse enveloppe de sous qui reste entre guillemets, soit il la redistribue avec vous, soit il vous donne tout, soit il garde pour lui. Ça, c'est à vous de voir avec lui. Je vous conseille fortement de voir en amont avec les libraires parce que déjà ça peut être très 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 surprenant pour un auteur français qui ne sait pas que ça marche comme ça. Si on lui a pas dit, on a vraiment l'impression de se faire arnaquer, alors que pour le libraire belge, il va dire c'est quoi le problème, j'ai fait comme d'habitude. Donc ça peut être très surprenant, donc autant en parler avant et puis voir si on est d'accord sur les conditions. Voilà, j'insiste là-dessus parce que, ouais, je me répète, mais c'est très surprenant. Et c'est pas une arnaque, c'est juste que c'est pas du tout le même système. Les libraires en Belgique, de ce que j'ai compris, n'ont pas du tout les mêmes aides financières par l'État ou par je sais pas quoi que les libraires français. Donc ils galèrent beaucoup plus. C'est pour ça aussi qu'il y a un équilibre qui peut se faire comme ça, de cette manière un peu surprenante. Voilà. Mais écoutez, je pense que j'ai fait le tour. C'était très long. J'espère que cette vidéo pourra vous aider. Ouais, voilà, j'espère que c'était clair. J'espère que globalement, j'ai pas oublié trop de choses. J'espère. Je pense pas avoir dit de bêtises. C'est plus, j'espère ne rien avoir oublié. J'espère m'être exprimé bien clairement pour. Voilà. Écoutez, je vous souhaite bon courage si vous êtes en train de faire un dossier éditorial. Bon courage si vous voulez auto-éditer, pardon, votre album. Bon courage si vous cherchez un éditeur en ce moment. Bon courage si vous êtes en train de faire un album. Et bonne lecture si vous ne faites pas d'album, que vous ne dessinez pas et que vous êtes lecteur de bande dessinée ou tout simplement que vous regardiez la vidéo. Bonne journée alors. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai de répondre au mieux. Si vous avez besoin d'un
coaching pour parler à l'américaine, d'un cours particulier ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter non plus. En présentiel, ça peut toujours être compliqué, mais je daigne accepter la visio. J'ai beaucoup de mal avec les écrans, mais des fois c'est pratique quand même, je dois bien le reconnaître. Donc n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez des conseils ou quoi que ce soit sur quelque chose, j'essaierai de vous aider au mieux dans tous les cas si vous me contactez. Voilà. Bonne journée, prenez soin de vous et voilà, bon courage. Ciao.